C'est lorsqu'on n'a plus rien à mettre dans son assiette qu'on commence à se préoccuper du sort des paysans. Le monde agricole bouge. Fort de représenter à la fois le quart de la nation et le 7e du revenu français, les paysans veulent voir le gouvernement se pencher sur leur sort. Tel était l'objet de la manifestation qui a réuni à Amiens 30 000 d'entre eux. À Bruxelles, après un mois de débats difficiles qui ont voué 2 experts à la crise cardiaque, les ministres de l'Agriculture des 6 sont parvenus à un accord. Cet accord ouvrira dès juillet un marché de 160 millions de clients aux agriculteurs des 6 pays. Il met en action la 2e étape du marché commun prévue par le traité de Rome. Après la guerre s'amorce le remembrement, véritable révolution pacifique et discrète qui touche à la propriété, à la terre ancestrale du paysan. Le cadastre est refondu, les parcelles groupées et redistribuées. Champs plus vastes, mieux dessinés, plus accessibles. Gain de temps, de qualité, de surface. À tout point de vue, meilleure utilisation du capital terre. Le remembrement a ouvert la voie à la mécanisation de l'agriculture française en plein essor. Il est incontestable que j'ai été fasciné par les exigences techniques des tracteurs. Et les exigences techniques des tracteurs étaient en effet d'élargir les parcelles. Et je me reproche maintenant, mais honnêtement, mais profondément, je me reproche d'avoir pas compris qu'il fallait fixer une limite. Car dans une certaine limite, le remembrement, l'abattage des haies était légitime et sans inconvénient. Mais la suppression des haies et la suppression des rivières qu'en général, couvre, a bouleversé le paysage dans certaines régions et j'en suis un peu responsable et je me sens un peu coupable. Il est clair qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la France était déficitaire en la plupart des produits agricoles et alimentaires, et il devenait urgent de produire davantage, et de produire davantage, c'était surtout produire plus à l'hectare, c'était les rendements à l'hectare, et il a été envisagé dès ce moment-là des formes d'agriculture que je qualifierais volontiers d'industrielles. Alors on a mis l'accent pour ce qui est des agronomes sur la génétique, en demandant aux agronomes de mettre au point des variétés végétales à haut potentiel de rendement. On a eu la même chose avec les animaux, des races hautement performantes, capables de produire beaucoup par unité, beaucoup à l'hectare, mais pareil, sélectionnées dans des conditions qui n'étaient pas les conditions paysannes. Et puis on a demandé aussi aux agriculteurs de répondre au cahier des charges de l'industrie. L'industrie, elle, le principe même, c'est des processus industriels. Aujourd'hui, la plupart des processus agro-industriels sont des processus robotisés. On demande donc à l'agriculteur une matière première standard capable d'être interceptée par toutes ces machines, ces robots, etc. On ne demande surtout pas de diversité. Vous nous apportez quelque chose qui s'appelle une matière première. Et c'est les années 70 qui ont été fondatrices de l'organisation de la bio. 72, Nature et Progrès, que tout le monde connaît encore aujourd'hui, qui a fait énormément avec le premier cahier des charges pour la bio. Tout ça, c'est issu, je crois, en partie, en tout cas de mai 68, des idées de mai 68, ce qui fait que la bio-coopérative, que la coopération bio, les coopératives de consommateurs, ont émergé partout en France, sans concertation, sans se connaître,
sur la même base, société civile coopérative ou association de consommateurs, et se sont développés progressivement pour, quelques années après, amener à créer Biocoop. À ce moment-là, la remise en cause du modèle agricole, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'était pas partagé par beaucoup de gens. Il y avait quelques agronomes, je pense à Aubert, je pense aux gens qui étaient aussi dans la tradition, on va dire, Le Maire. Ça ne parlera plus aux générations d'aujourd'hui, mais les anciens se rappellent de ce que c'était. Mais en même temps, il y avait un certain nombre d'écolos qui posaient la question de l'alimentation, de l'agriculture. Je pense à Bernard Charbonneau à l'époque. Donc il y avait une contestation du modèle de l'agriculture qui était, et dont les bio, et notamment Nature et Progrès, étaient des fers de lance, pas simplement par rapport à la technique de l'agriculture, mais aussi ce que ça voulait dire en termes sociaux, en forme de distribution et en termes de dégâts environnementaux globaux. C'était quelques années après le livre de Carlson aux États-Unis sur les dégâts des pesticides. Donc tout ça constituait, on va dire, un peu l'émergence d'une contestation écologique du modèle dominant en agriculture. D'une façon plus générale, c'était une contestation globale d'un mode de vie à la fois consumériste, à la fois citadin. Tout ce mouvement du retour à la terre, voilà, c'était pas simplement le fait de pratiquer une autre agriculture, mais c'était la volonté de vouloir vivre totalement différemment. Il y a 30 ans, en fait, les COP, avant d'exister dans les villes ou dans les petites villes de France, étaient souvent des groupements de consommateurs qui achetaient les choses en se regroupant et en essayant d'accéder à des prix moins chers. C'était ça, la création, en fait, de Biocoop à l'origine. C'est quand même une bonne dose d'insatisfaction par rapport au modèle existant d'il y a 30 ans, qui impose d'autres façons de penser, d'autres façons d'essayer de voir son investissement dans l'époque. Et des rencontres, j'allais dire, qui y ressemblent, et qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve avec des gens qui considèrent qu'on peut peut-être manger différemment, on peut peut-être vendre et acheter les choses différemment. C'est pour ça que tout ça prend dans le même creuset. C'est-à-dire des gens qui se rencontrent et qui partagent les mêmes idées de renouvellement des valeurs du monde dans lequel on vit. Pour faire simple, pour faire synthétique, c'est ça. Ce fonctionnement de démocratie économique sur une filière alimentaire, donc il y a plein de choses, on se demande si on en a besoin, mais manger, tout le monde en a besoin, donc c'est des boulots utiles, donc allons-y, faisons-le correctement, mais pas pour un but lucratif, simplement pour que la machine tourne. L'idée était bien de dire on va défendre une agriculture biologique qui soit pas simplement parce que ça fait du bien pour la santé. Donc le slogan qu'on avait à l'époque à Nature et Progrès, mais qu'on a repris ici aussi, c'était surtout pour la santé de la terre. Donc on disait pour votre santé et celle de la terre. Donc la terre, ça a toujours été le souci d'écologie. Porter de l'agriculture biologique qui vient de l'autre bout du monde, ça n'a aucun sens. Et voilà, c'est pas du tout notre histoire. Il y avait une volonté farouche d'exister. Moi, mon rôle de président a consisté essentiellement à contribuer à mettre en place ce qu'on appelle le cadre de référence de Biocoop, à savoir la charte et ses conventions. Pour moi, l'existence de Biocoop passe par une première étape qui a consisté à structurer, à construire cette notion j'allais dire, de valeur qu'on partageait tous ensemble et qu'il a fallu définir et mettre sur papier. Nous, on voulait faire du bio de qualité avec toute la transparence et donc de créer cette charte, cette convention de distribution, cette convention détaillant effectivement à l'époque. C'était dire aux magasins adhérents, voilà ce que nous allons faire, voilà ce que nous voulons faire, et voilà ce que vous devez faire, même s'il n'y avait jamais eu, il n'y avait pas de sanction, parce que voilà, ça ne fonctionnait pas comme ça. Au-delà d'acheter et vendre des produits, il y a plein de gens qui sont super efficaces pour faire ça. Mais c'est quel produit ?
D'où ça vient, comment c'est cultivé, et à la limite comment c'est arrivé jusqu'à chez nous. Il y a tout ça qui vient en plus de simplement l'acte d'acheter et consommer. Et ça, dans les magasins, il faut qu'on ait ce rôle-là d'information. Les clients sont énormément en demande sur du conseil. En produits bio, c'est vrai que ce sont des produits un peu différents de ce que les gens ont l'habitude de consommer, surtout dans une ville où il n'y avait pas de magasin bio, donc du coup, c'est une nouvelle consommation. Les clients ont beaucoup de questions sur les produits, sur leur origine, pourquoi on n'a pas de tomates en décembre, par exemple, ou ce genre de choses. Et nous, on est évidemment les plus à même de les conseiller, puisque moi-même et toute mon équipe, on part en formation régulièrement sur différents thèmes, que ce soit les compléments alimentaires, sur les fromages, enfin, voilà, sur plusieurs thèmes toute l'année. On est formé de façon à pouvoir répondre à ces questions, quoi. Moi, je pense que ce qui réunit le plus au départ, c'est cette fibre, c'est cette conscience de la filière. C'est-à-dire le produit bio, quand il arrive dans le magasin, avant, il y a eu plein de choses et surtout, il y a eu des producteurs qui l'ont produit. Et ça, on le retrouve au travers de leur politique. Et d'ailleurs, qui se confirme. Elle aurait pu se baisser au cours du temps, elle aurait pu s'amollir, etc. Et je pense que ce n'est pas du tout le cas. Je crois que cette conscience de la filière est très très présente et on se retrouve de plus en plus d'ailleurs sur ces thèmes-là. Le cahier des charges Biocop, je pense, est assez strict, certes, mais quand même c'est ce qui fait la crédibilité de l'enseigne. Et donc je pense que les produits qui sortent de chez Biocop sont quand même des produits qui sont analysés de A à Z, et donc il n'y a aucun risque, contrairement à certains produits qu'on peut retrouver ailleurs et qui ne sont pas référencés au catalogue Biocop. Tous nos collègues des réseaux spécialisés, leur finalité, c'est le magasin, c'est-à-dire la meilleure rémunération possible de l'investisseur dans leur système. Mais nous, la finalité, c'est tout autre chose. Et pour moi, ça, c'est l'axe, c'est la différence fondamentale avec l'ensemble des autres acteurs distributeurs de la bio. Évidemment avec la GMS, mais aussi avec les spécialisés. Ça n'empêche pas d'avoir les mêmes produits dans les rayons, mais à quoi servent-ils et que portent-ils comme projet? Là, on est sur des choses très différentes. Développer la bio avec cette dimension sociale, sociétale, d'autres rapports dans le commerce, déjà, l'alimentation comme clé de la santé, ça on l'avait en commun, et le commerce comme un des moyens au service de nos valeurs et non pas comme une finalité. Le commerce et les bénéfices n'étant pas la finalité, mais la finalité étant le développement de la bio. Et encore, avec une dimension supplémentaire, d'abord une transformation du monde, et en plus avec la forte motivation à se faire plaisir dans ce que nous entreprenons. Ça, je pense que c'était peut-être pas forcément exprimé comme ça, mais il y avait ce goût du travail tous ensemble vers un but commun. Voilà. La chose principale pour moi, c'est que les producteurs ont déjà un droit de regard et un droit de parole dans Biocop. Et que, pour avoir participé un peu à la section agricole, je trouve que la section agricole est vachement moteur de tout ce qui est vente de fruits et légumes ou de produits laitiers ou de produits agricoles dans Biocop. Et c'est une interaction qui est vachement bonne entre les magasins et la production. Au départ, on avait des plateformes, on avait une association. Ces gens-là essayaient de se mettre d'accord et ce n'était pas toujours gagné. Et de faire de la fusion et de faire une maison commune pour tous ces magasins Biocop est aussi un élément très fort. Surtout que cette maison commune, elle s'est montée en coopérative. On aurait pu se monter avec une autre structure à cette époque-là. Et c'est bien la coopérative qui a été choisie. Biocop était une association de distributeurs et on est devenu une société anonyme coopérative en 2002 où ont été prises en compte les attentes des salariés qui sont associés, des producteurs qui sont associés et des consommateurs qui le sont devenus. On a donc une entreprise où toutes ces parties prenantes, qui ne sont pas nécessairement d'accord avec elle, qui n'ont pas nécessairement les mêmes attentes ni besoins, se sont retrouvées pour dialoguer ensemble et construire Biocop ensemble. On est unique en France, en Europe, et aujourd'hui encore, on reste unique. Et cette gouvernance atypique, ça aussi, ça marque la différence par rapport aux autres distributeurs dans la bio. Ce qui est le plus atypique là-dedans, que j'aime bien donner, c'est le fait qu'on ait mis à la tête d'une entreprise deux parties prenantes qui sont, pour piloter cette entreprise, qui ont des intérêts à court terme très différents, des paysans et des commerçants.
On sait d'ailleurs dans le conventionnel comment ils se parlent. Et dans Biocop, si on met ces acteurs-là autour de la table, c'est pour anticiper les problèmes, c'est pour préparer les solutions et faire en sorte qu'il n'y ait pas de crise à naître entre nous, parce qu'à un moment donné, on l'a prévu et on l'a préparé. Ça a un impact fort, hein, à la fois sur l'évolution du projet, puisque il faut que les magasins prennent en compte les attentes et les impératifs de la production, et il faut que les producteurs prennent en compte les attentes et les impératifs de la distribution, et ça passe autrement que par un rapport de force. Ça passe par un projet partagé, ça passe par des réflexions communes, ça passe par des débats hein, qui ne sont pas toujours simples, pas toujours confortables, mais qui ont l'avantage de bien éclairer les problématiques des uns et des autres et de faire avancer le bateau dans un sens riche. On a eu ce grand pic avant 2009 où Biocop était dans des très fortes croissances, un peu comme il est maintenant. On a eu ce ralentissement de la consommation qui a touché tous les secteurs avec la crise boursière de 2009. Donc on a eu un ralentissement, nous, sur les 2 années qui ont suivi. Là, on s'est rendu compte qu'on avait des fragilités, qu'on était en danger et qu'il y a des gens qui nous avaient promis qu'on ne durerait pas longtemps. Ils nous avaient dit ça en 85, hein. Mais n'empêche qu'en 2008, on a bien, peut-être, 2008-2010, peut-être bien failli ne plus exister. Donc ça fait un peu froid dans le dos. En même temps, la coopérative a une capacité à serrer les coudes, à se resserrer les rangs pour foncer, qu'on n'a pas du tout coulé, quoi. Biocop vivait à cette époque-là une période un peu compliquée, ou sortait d'une période un peu compliquée, où les résultats étaient plus complexes, plus tendus, on va dire, liés à la crise hein, que tout le monde a vécue. Biocop l'avait vécu avec quelques temps de décalage et ça avait créé et occasionné des problématiques économiques relativement importantes. Le conseil d'administration a, dans sa sagesse, si je puis dire, décidé d'avoir une partition de ses responsabilités. Ça a permis de dégager le bon sens politique, la vision politique, la perspective de finalement la mécanique, entre guillemets, de ce qu'est une entreprise, c'est-à-dire la création de valeur, l'organisation, la mise en œuvre d'un certain nombre de plans. Et je crois que c'est une vision qui était assez juste, compte tenu qu'avait atteint la taille qu'avait atteinte Biocop et qui nécessitait effectivement cette répartition des responsabilités. C'est ça qui a motivé, j'en suis intimement convaincu, ce changement de gouvernance. On a une professionnalisation de l'outil SA par la direction générale actuelle qu'on ne pouvait pas avoir par le passé. Biocop est tellement complexe, il faut gérer d'un côté le réseau, la politique, de l'autre côté une entreprise qui va être cette année à 1000 salariés. Je veux dire, sur le long terme, moi, je ne vois pas comment ça aurait été gérable. On voit bien qu'on a évolué en compétences et en qualité de service sur le réseau, on a évolué sur le modèle économique et sur le modèle social dans la SA. Je pense que ça a été très bénéfique, quoi. Ce principe de gouvernance qui est vraiment fait partie du Biocop, que j'ai pu vérifier personnellement lors de leur convention de juillet dernier, fonctionne réellement et est vraiment un des grands atouts de Biocop qui en fait en ce sens-là une entreprise très moderne. L'action de Biocop est très intéressante dans la mesure où c'est vraiment un outil très important et très organisé au service d'une agriculture biologique et donc de consommation de produits sains et responsables. Moi, je pense que ce qui en fait la spécificité, c'est que ça reste au départ
une démarche collective. Et ça, je crois que le fait qu'il y ait une démarche collective à la fois de gens, de producteurs, de consommateurs, est toujours d'avoir cette volonté d'élargir et de dire que l'agriculture biologique est accessible à tout le monde, doit être accessible à tout le monde, et qu'on a une alternative globale sur l'alimentation. Alors ça peut paraître prétentieux, et je sais que certains puristes vont nous dire « ouais, mais c'est pas comme ça que ça doit le faire », n'empêche que ça a été pour moi une vraie révolution, parce qu'on n'est plus du tout dans quelque chose qui s'adresse à quelques-uns, tout le monde peut y accéder. Évidemment, les biocoop, pour moi, ce qui compte, ce n'est pas uniquement le fait de distribuer des aliments bio, hein, mais c'est aussi tout un mode de pensée, hein, tout un questionnement de la société dans laquelle nous vivons et des impasses dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. La place de Biocoop, elle est double. Déjà, elle est dans les choix des produits qui sont proposés, que ce soit alors évidemment de la viande dont on vérifie les garanties de respect du bien-être animal, sur toute la chaîne, hein, dans les conditions d'élevage et les conditions d'abattage, et puis ensuite dans le choix de produits alternatifs, de protéines végétales notamment. Ensuite, le deuxième élément, c'est l'éducation. Apprendre à cuisiner avec d'autres produits, apprendre à redécouvrir des goûts. Il y a des cuisines qui sont des cuisines végétariennes indiennes qui sont exceptionnelles. Et donc c'est aussi ça le rôle de Biocoop, c'est au-delà de juste vendre des produits, c'est de transmettre du savoir et transmettre des outils de réflexion. Et si les Biocoop ne faisaient pas ça, ben voilà, autant aller à Carrefour acheter du bio. Enfin bon, ça sera plus cher peut-être, enfin j'en sais rien. Enfin bref, en tout cas c'est pas ça. Les Biocoop, c'est une présence dans les villes pour vendre des aliments effectivement bio sans produits toxiques. Mais derrière tout ça, c'est toute une conception d'une société différente, hein, où on respecte la terre, on respecte évidemment les ressources, mais aussi tous ceux qui travaillent la terre, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Ce qui les distingue, c'est que peut-être plus que les autres enseignes, ils parlent encore plus de combat social. Parce que même si la bio a fait des progrès, énormément de choses restent encore. Hein. Il y a encore de la pauvreté dans le monde, il y a de plus en plus de la pauvreté chez le consommateur. Les combats sur l'environnement sont loin d'être finis. Donc toutes ces questions sociétales qui sont d'actualité, qui sont loin d'être résolues, sont peut-être un peu plus fortes et un peu plus prégnantes déjà dans la communication, mais aussi chez les dirigeants. Biocoop a des positions à prendre dans la société civile sur effectivement des événements de différentes natures. Il y a ceux qui ont à voir avec notre cœur de métier, je pense aux OGM et aux pesticides, qui sont des grands sujets d'actualité en ce moment, puisque certains voudraient bien voir l'autorisation des OGM en revenir à l'ordre du jour. Et ça, il faut qu'on soit extrêmement vigilant et combatif là-dessus. C'est le rôle de Biocoop. J'aimerais que ce soit le rôle de tous les acteurs de la bio, parce que c'est quand même important pour tous les acteurs de la bio, cet aspect-là. C'est un sujet majeur pour notre santé, et celle de nos enfants et de nos petits-enfants. Je pense qu'une génération est responsable à l'égard de celles qui suivent, de ce qu'elle leur donne et de ce qu'elle leur laisse. Biocoop a 30 ans, la plupart des fabricants historiques ont 30 ans aussi. Donc ils arrivent comme moi à la fin d'un cycle professionnel et le problème des passations d'entreprises devient important. Il y a des entreprises qui ont pris de la valeur et qui intéressent des gros transformateurs pour les outils que ça représente, pour le marché de la bio qu'il y a derrière, parce qu'ils sentent bien que le marché de la bio est en train de s'ouvrir, est en train de sortir de sa niche pour entrer dans le grand public. Il ne faut surtout pas attendre qu'on soit sur la phase de passation, parce qu'à ce moment-là, c'est trop tard pour intervenir, il faut intervenir avant. Il faut accompagner
nos partenaires, parce que c'est des vrais partenaires. C'est pour ça que dans la stratégie de 2020, on prévoit de renforcer ce maillon, le maillon de la transformation, pour le faire rentrer dans les filières. Alors, probablement pas comme la section agricole, mais il faut qu'on trouve un système pour qu'ils aient leur place, pour que le dialogue existe et que ces problèmes, on les voit venir. Et aujourd'hui, c'est encore un peu fragile. Moi, il y a 4 ans, j'ai annoncé à toute la structure, directoire, salariés, tout ça, que j'allais partir. Et on dit, tu ne vas pas partir, c'est pas possible et tout ça. Et puis finalement, quand je suis parti, personne ne m'a dit, mais tu pars, comment ça se fait que tu pars? En fait, tout le monde avait compris que je partais, en fait. Parce que pendant 4 ans, j'ai toujours posé, je vais partir, je prépare mon départ, je vais accompagner la personne qui va me remplacer, et voilà. Le développement du réseau par l'interne, je trouve que c'est quand même quelque chose qui mériterait d'être plus développé et qui apporte une sécurité et une qualité qui est plus difficile à obtenir par l'externe. Moi, j'ai dû sans doute faire des choses pour qu'on en arrive là, mais mon père m'a transmis quelque chose, je crois que j'ai eu envie de transmettre aussi à d'autres gens. Alors ça s'est sans doute fait dès le recrutement, où j'ai recruté des gens qui avaient une certaine capacité et sans doute qu'ils ne savaient pas encore, mais qui allaient avoir une certaine envie de faire des magasins. Et donc j'ai 8 anciens responsables de magasins qui ont leur propre Biocoop maintenant. Et ça, c'est une grande fierté d'amener les gens à évoluer dans l'entreprise et un jour s'en aller pour aller créer leur propre outil, quoi. Il y a un équilibre à trouver entre des gens qui viennent de l'extérieur, du sang neuf, des gens motivés, des gens peut-être jeunes aussi, qui vont rester longtemps, qui vont faire beaucoup de choses, qui vont s'investir politiquement. Voilà, il y a tout un tas de dossiers comme ça à creuser entre développement interne, externe. On parle d'une 50aine de magasins cette année, on va être dans notre plus grosse année de développement. C'est énorme en termes de risque de perte d'identité ou de dilution du projet. Pour moi, il va y avoir, enfin on le dit depuis des années, 2 bios qui vont quand même se développer. Il y a la bio militante, la bio paysanne que Biocoop développe, avec recherche de qualité de produits, sélection de produits rigoureuse, origine des matières premières hyper importante. Et puis il va y avoir une bio plus généraliste qui va arriver sans doute dans les supermarchés, qui arrive déjà, qui est déjà là dans les supermarchés, qui va aussi se développer, puis qu'ils ont aussi leur croissance à 2 chiffres. Et chez eux, une croissance à 2 chiffres, c'est énorme. Et on va voir des 2 bios qui vont un peu avancer en parallèle, sachant qu'un jour, je pense qu'il y en a une qui va avoir des surprises, on va prendre un scandale, et j'espère que ce ne sera pas dans la nôtre, ce sera plutôt chez les autres. Voilà. Si on multiplie le nombre d'exploitations en bio, si les agriculteurs acceptent de faire de la bio, s'il y a une bonne volonté politique pour que la bio se développe, à mon avis, la bio peut nourrir beaucoup de gens. L'objectif pour moi de l'agriculture biologique, ce n'est pas simplement de produire des aliments sains, c'est déjà fondamental, mais c'est aussi de permettre le maintien de l'agriculture, du potentiel de production agricole pour les générations futures, sans la destruction des sols, en augmentant la biodiversité et surtout aussi en augmentant la biodiversité cultivée. C'est-à-dire que face à l'appauvrissement de l'agriculture industrielle en termes de semences, en termes de races d'animaux, aujourd'hui il y a obligation de reconstruire. Et la résilience par rapport au changement climatique ne pourra se faire, à mon avis, de manière cohérente que si c'est en transformant aussi le modèle agricole. Pour toute une partie du monde agricole, il y a une forme de déchirement de passer au bio parce qu'on renonce. Enfin, ils ont l'impression de renoncer à ce qui a été la doxa pendant des dizaines d'années, c'est-à-dire le modèle FNSEA d'une agriculture soi-disant très productiviste, très rentable, etc. Et dont on se rend compte qu'en fait, c'est une agriculture qui n'est pas rentable du tout pour ceux qui la font et pas rentable du tout pour ceux qui la consomment. Mais là, il y a une forme de déchirement. Et donc, il y a vraiment un travail à faire pour donner envie. Et ça passe aussi par les réflexes des consommateurs. Mais les réflexes des consommateurs, ils passent aussi par les prix. Et donc, on en revient à la question de la vérité des prix dont je parlais il y a un instant. On se rend compte maintenant qu'on a un problème de méthane avec les vaches. Donc, c'est devenu la tarte à la crème permanente. Les vaches, en rotant, font du méthane.
Bon, alors on fait quoi avec ça? Donc, grosse étude pour dire comment se fait-il que les vaches produisent autant de méthane. Ils disent, ah ben il faut changer l'alimentation. Très bien. Et alors qu'est-ce qu'il faudrait qu'elles mangent, les vaches? Ben, il faudrait qu'elles mangent de l'herbe. C'est quand même incroyable. Donc on est en train de découvrir qu'une vache est faite pour manger de l'herbe et pas du soja et du maïs à l'auge. C'est quand même singulier comme histoire. On marche quand même un peu sur la tête, hein, alors qu'une vache est un ruminant qui est herbivore. Bon, on s'était déjà rendu compte que c'était idiot de leur faire bouffer des farines animales. Maintenant, on découvre quand même que bouffer du soja et du maïs, c'est-à-dire en gros de la choucroute, à tous les repas, c'est pas extraordinaire. Ben voilà, c'est pas mal, on avance. Il y a évidemment des intérêts privés très puissants que je connais bien, qui font tout pour maintenir le statu quo avec des mensonges, je le dis clairement, je le dis partout. Monsanto passe son temps à faire de la propagande, hein, par exemple. Je dis propagande parce que c'est des mensonges. Hein. Donc, il faut une vraie volonté politique pour affronter ces lobbying privés qui sont très puissants. Les conséquences de l'action de groupes comme Monsanto sont terribles pour à la fois les humains que nous sommes et l'environnement en général. Et je pense que plus il y aura d'acteurs de la société civile, notamment d'acteurs économiques aussi importants que Biocop, qui s'y intéresseront et qui montreront que c'est une démarche qui est responsable, que cette démarche, qui certainement va être très critiquée quand elle sera lancée, plus la démarche sera crédible. On parle beaucoup de transition écologique, transition énergétique. Moi, je prône aussi la transition politique. On ne peut plus continuer à faire la politique comme elle se faisait jusque-là. D'ailleurs, il y a cette désaffection, il y a quelques raisons. Pour moi, l'avenir de la politique est dans la reconnexion avec la population. Pourquoi on est là? Qui on représente? Qu'est-ce qu'on doit défendre? Et à qui on doit rendre des comptes? Et non pas rendre des comptes à la fin de mandat, c'est tout au long du mandat. Et ça veut dire justement travailler en relation avec la société civile, relation directe, mais relation aussi avec la société civile organisée, économique ou ONG ou autre, de telle sorte qu'il y ait des liens permanents entre eux et nous, de telle sorte qu'on puisse véritablement représenter la population et défendre ce qu'est l'intérêt public. C'est par l'exemple que les pouvoirs publics aussi peuvent continuer à évoluer. Alors nous, législateurs, on se bat en permanence, on a un collectif de parlementaires dans Objectif Bio, c'est très transpartisan en plus, hein, on voit que c'est des questions qui sont... Il y a des très anti-bio qui vont être à gauche comme à droite, c'est très transpartisan, c'est ça qui est assez amusant, c'est plutôt la bataille des nouveaux contre les anciens, quoi. Pour moi, Biocop est un réseau d'expériences. Ce n'est pas un projet qui descend, c'est l'émanation de multiples projets. Et Scarabée, en fait, comme d'autres Biocop ou coopératives qui ont existé depuis l'existence de l'association, Scarabée a participé et s'est déployé au travers de l'émergence de nouveaux projets Biocop. Par exemple, Scarabée est à l'origine de plein, et même laboratoire, de plein de projets et surtout de réalisations Biocop qui se sont déployés au niveau national. Pour remonter là sur 3 ou 4 ans, il y a eu un ticket qui a été mis en caisse au niveau des adhérents où les adhérents ou les clients ont la possibilité, quand ils font leurs achats, de voir le nombre de produits locaux, commerce équitable, vrac, etc. Il y a vraiment une dispatch qui se fait au niveau des tickets. Ben moi, je crois beaucoup au développement de la vente à emporter pour le repas du midi. Tout ce qui est snacking, on essaie de le développer en centre-ville parce qu'on a déjà cette clientèle-là. Maintenant, on a une offre qui est encore limitée, donc à nous de la développer aussi avec notre production locale, hein, parce qu'on a par exemple des pâtissiers ou des boulangers qui nous font du snacking salé le midi en local. Mais ça, c'est vraiment un créneau à développer en centre-ville. 65% des Français ont acheté l'année dernière au moins une fois un produit bio, ce qui est quand même une
par un impact énorme. Je vois dans mon entourage qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer de se tourner vers le bio et qui ne vont pas forcément être à l'aise avec le vrac, comment on cuisine les ingrédients, etc. Et donc nous, dans notre communication, on essaie de rendre la cuisine végétarienne ou flexitarienne le plus accessible possible à nos consommateurs, et on fait énormément de recettes, de petites recettes très simples où, avec une de nos préparations, un légume qu'on trouve en magasin bio, une petite herbe, on peut faire un dîner végétarien très bon en 2 coups de cuillère à peau. C'est vraiment la philosophie de notre communication, et c'est donc de cette façon-là qu'on tient un petit peu la main à ces nouveaux consommateurs qui, dans notre cas, sont nouveaux parfois au bio, mais qui sont aussi surtout nouveaux à l'idée d'enlever de la viande ou du poisson de leur assiette. Et donc on les accompagne au mieux, on essaie de les éduquer au mieux sur comment bien se nourrir végétarien. Une autre innovation qui roule depuis le début de la semaine et qui me tient personnellement très à cœur, c'est de monter un petit camion avec des silos en vrac pour aller faire les marchés. Et l'objectif derrière ce camion, c'était justement d'aller démocratiser la bio. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que dans nos magasins, tout le monde ne rentre pas. Il y a encore une image du magasin bio un peu élitiste, la bio c'est cher, etc. Et qu'il faut sortir de nos magasins pour aller à la rencontre des gens. Et donc ce camion, justement, voilà, il roule et il va se positionner. J'ai intentionnellement choisi des marchés dans Rennes qui sont des marchés populaires. Et voilà, l'idée c'est d'aller montrer à ces personnes-là qu'ils ont aussi la possibilité de pouvoir consommer en bio. Parce qu'en plus de ça, sur le vrac, on est extrêmement bien placé. Et voilà, de leur montrer que ça peut être possible avec leur pouvoir d'achat et de leur faire découvrir la bio. Donc ce camion, il a un nombre de missions, une mission très politique. Quand on parle de nos concurrents et qu'on explique un petit peu à des consommateurs lambda à qui ils appartiennent, d'où ils viennent, où ils vont, ça change un peu l'angle de tir, quoi, hein. Les gens en ont marre d'aller engraisser des groupes financiers. Nous ne sommes pas un groupe financier, on est une coopérative. Et là, on a notre place, à mon avis, on a toute notre place à se développer sur ce modèle-là, parce qu'il y a des consommateurs qui cherchent ce type de modèle-là. Les clients maintenant nous demandent une large offre sur tous les produits. Donc c'est pour ça qu'il faut, je pense, continuer à produire des nouveaux produits, aller vers l'innovation pour leur amener vraiment une gamme assez large pour qu'ils ne se lassent jamais de consommer bio. Il faut une offre qui réponde à leurs besoins global. Ça ne veut pas dire à tous leurs souhaits, hein, ça veut dire à leurs besoins. Ce n'est pas exactement la même chose. Mais oui, il faut des produits de qualité pour ceux qui vont s'intéresser d'abord à la qualité du produit. Et ces consommateurs, me semble, on est très contents qu'ils viennent nous voir. Et puis, on a des consommateurs qui s'intéressent aussi plutôt au développement durable, à la démarche globale, à la cohérence. Voilà. Et eux, c'est pareil, ils viendront plutôt chez nous. Ce n'est pas seulement un produit bio et un produit bio de qualité, c'est aussi un produit qui a été co-construit, hein, à la fois par des producteurs et par des distributeurs, et qui ouvre la porte, au travers de sa consommation, à un développement d'une autre forme d'agriculture, d'une autre forme de relations humaines, d'une autre forme de société, peut-être même en poussant le bouchon un peu loin. Moi, j'aimerais vraiment qu'on soit une référence pour les gens qui veulent consommer autrement. Si on ne sait pas trop, on ne sait plus trop où on en est, on se dit, voilà, si je veux, entre guillemets, pas passer trop de temps à chercher, à me poser des questions surtout, je vais chez Biocoop, je sais que c'est bon. Voilà, qu'on soit reconnu pour ça, et puis reconnu pour la cohérence de notre démarche. Aujourd'hui, on entend Biocoop comme si c'était quelque chose de normal. Mais tout ça, c'est un chemin de 30 ans et de collaboration. Je veux dire, soutenir Terre de Liens, enfin, il y a Enercoop, enfin, il y a des mouvements sur lesquels on s'associe un peu plus en amont. Et moi, je trouve ça très bien. Notre place est là. Notre place est là. Je pense qu'on n'aura jamais le plaisir de dire on a réussi, parce que le projet qu'on porte, c'est un projet politique, comme je disais tout à l'heure, donc il est infini. Et donc il sera en permanence à adapter aux situations nouvelles qui s'offriront. Donc
on a de beaux jours devant nous en termes d'action et d'activité. On est tranquille. Mais on a déjà des réussites. Parce que moi, je trouve que si la bio en France se porte comme elle se porte, Biocop n'est quand même pas pour rien. Et j'ai 2 chiffres présents à l'esprit pour éclairer ça. En 2008, on avait 2,5 milliards de chiffre d'affaires de bio en France et 2,5 milliards de chiffre d'affaires en bio en Angleterre. Aujourd'hui, la France a passé les 5,5 milliards, 5,7 milliards, et l'Angleterre est, à ma connaissance, à 1,8 milliard de pounds, donc 2,2 milliards, 2,3 milliards d'euros. Donc en fait, ils ont stagné, voire régressé un peu. Ils n'ont pas de réseau spécialisé, c'est la grande distribution qui fait le job chez eux. Nous, on a des réseaux spécialisés, il y en a qui sont particulièrement militants et actifs. Voilà, une des réussites du travail de Biocop depuis les 15 dernières années. Le fait de promouvoir une bio paysanne et de refuser la ferme des 1000 vaches en bio, c'en est une autre, parce que la bio paysanne a une vraie existence dans le paysage en France aujourd'hui et se maintient parce que Biocop lui donne une visibilité et lui donne un avenir. Donc ça aussi, c'est déjà une réussite. Et c'est pas fini, mais il y a beaucoup à faire parce qu'on a encore besoin d'installer beaucoup de paysans. Mais au moins, on sait qu'on a fait la preuve que là, on avait déjà posé des fondamentaux, on avait déjà posé des fondations importantes. On aura terminé, et je pense que je serai largement en retraite, lorsque, effectivement, la société aura changé. Et c'est ça qui est fort dans le projet Biocop, et c'est ça que moi je défends aujourd'hui, c'est que l'utopie est toujours valable, elle est simplement un peu plus organisée, elle est plus pérenne, elle est plus sécurisée, et on peut montrer à d'autres qu'il y a d'autres façons de fonctionner. Et je crois que l'utopie, elle va continuer à fonctionner, elle va continuer à se répandre, et tant mieux, c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Je pense qu'on a toutes les bases pour être toujours là dans 30 ans et sans doute aussi présent. Comme je disais tout à l'heure, on a un modèle issu du passé, mais qui est en permanence en évolution. Biocop est une machine à projet. On a en permanence des réflexions, en permanence du partage, des commissions, des gens qui réfléchissent pour arriver à faire évoluer ce modèle. Et pour moi, dans 30 ans, si on est capable de continuer à affirmer notre différence, qu'elle soit peut-être plus visible par le consommateur, parce que pour l'instant, on a encore du mal à le rendre visible, mais si on est capable d'expliquer aux consommateurs ce que fait notre différence, et si on est capable de rester dans cette ligne-là, il n'y a pas de raison pour que dans 30 ans, on n'en soit pas là, ou encore mieux même. Chacun a son identité, il faut la garder, et c'est ce qui fait la richesse du réseau aussi. Et en plus, tout simplement, on a tous des locaux qui sont complètement différents, et donc il faut s'adapter à son local aussi. Mais on peut retrouver une identité sans forcément être tous pareils. Voilà. Et je pense que si on arrive à garder cette différence-là, ça fera vraiment notre identité. Que chacun puisse s'exprimer dans son magasin avec sa personnalité, tout en ayant un air de famille. Je crois que c'est ça qu'on essaie de véhiculer. Ces 30 années qui s'annoncent, et certainement bien au-delà, parce que Biocop est inscrite maintenant comme une entreprise pérenne, solide, et qui va être un phare dans cette espèce de tempête qui s'annonce, tempête économique, tempête changement sociétal majeur. Mais je crois que Biocop est un phare, et rien que pour ça, donc merci de cette confiance. Et puis je terminerai par une petite phrase que j'aime bien en ce qui me concerne. J'ai envie de dire en avant Biocop. Ce qui a fait la notoriété de Biocop, c'est la confiance. Pourquoi les gens ont confiance dans Biocop? Parce qu'on n'a rien lâché sur les fondamentaux, sur la qualité et sur l'engagement qu'on a pris. On n'a jamais trompé les consommateurs. Mais c'est jamais fini, parce que quand la société sera 100% bio en 2050, on dit qu'elle sera 50% bio, ça ne sera encore pas fini. Mais donc tout l'avenir est devant nous, et dans les 10 ans qui viennent, on a encore beaucoup à apporter sur nos combats, c'est clair.